Comment innover dans les médias? On en parle aujourd'hui sur le plateau télé du Média Campus en compagnie de Cyril Franck, directeur de l'ESJ Pro, et Nicolas Becquet, manager des supports numériques du quotidien belge L'Écho. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes des acteurs, observateurs fins de la transformation numérique des médias, donc j'irai droit au but. Quelles sont selon vous les conditions à réunir pour innover? Alors je vais Je vais commencer. commencer par toi. Il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs qui encouragent l'innovation. Après, c'est pas non plus, c'est pas des règles absolues. On va dire, c'est des conditions favorables. Je commencerai par dire qu'il faut une direction déjà qui ait un volontarisme fort, une direction qui soutienne, qui apporte les moyens, la stratégie d'innovation. Parce que l'innovation, c'est d'une part, c'est la première brique de la pyramide, mais après, c'est la transformation qu'on cherche. Donc, la première chose, c'est déjà le soutien de la direction, le volontarisme et la stratégie. La deuxième condition pour moi, c'est la culture de l'entreprise. La culture de l'innovation, ça commence par la notion de prise de risque. Un média ne peut pas innover s'il n'accepte pas de se planter. Et ça commence par le fait de tester des nouveaux formats éditoriaux, jusqu'à utiliser de nouveaux canaux de diffusion, jusqu'à une transformation plus profonde encore de l'entreprise média, qui passe par la numérisation, un certain nombre de nouveaux produits éditoriaux, nouveaux canaux de diffusion, comme le mobile. Donc voilà, il faut aussi une culture d'entreprise qui accepte le risque et le test and learn. Hein, c'est les deux choses. C'est à la fois on fait des choses, et puis on mesure et on s'adapte. Et puis alors je dirais en troisième lieu, c'est vrai qu'il faut des moyens. On n'innove pas sans rien. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, ne serait-ce que du temps laissé aux gens qui produisent l'information, qui veulent innover. Dire à un journaliste, tu vas essayer de réfléchir sur ton travail, tu vas prendre du recul pour apporter une autre façon de faire, pour innover, ne serait-ce que d'un point de vue d'écriture parfois, c'est du temps. Et donc ça veut dire c'est de l'argent, de l'investissement à minimum. Ça veut pas dire qu'il faut forcément énormément de sous, hein, beaucoup d'argent, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut prendre en compte dès le départ dans la production ce temps de réflexion, d'innovation nécessaire. Voilà, donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, à mon avis. Il y en a encore d'autres, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Justement, Nicolas Becquet, vous êtes depuis 8 ans au sein de la rédaction, au sein même de la rédaction de l'Écho, et vous vivez, je dirais, cette transformation numérique, et vous êtes aussi très moteur, bidouilleur au départ, et puis initiateur d'une dynamique au sein de la rédaction. Est-ce que vous rejoignez Cyril sur ces enseignements, ces ingrédients, je dirais, pour innover dans les médias? Tout à fait, et c'est vrai qu'il faut préciser que dans chaque organisation, chaque média, eh bien, les ingrédients sont peut-être là, mais on va devoir trouver une recette particulière. Donc, on ne peut pas se dire il y a 5 choses absolument à faire. Mais le soutien de la direction, de la rédaction en chef, un véritable engagement aide beaucoup. Sinon, on va avoir tendance à se heurter à des plafonds successifs. Et donc, à ralentir et parfois à démotiver ceux qui essayent d'innover, puisque on part beaucoup de l'humain, de personnalités qu'il faut savoir identifier dans les organisations et qui vont être moteurs. Et je pense que parmi les paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement le faire. Faire. Et faire dans les conditions de la production. Je suis assez critique, en tout cas dans mon média, par rapport à la notion de laboratoire, de lab. Les labs, c'est très bien, mais parfois, c'est décalé par rapport à la réalité de ce que vivent la majorité des journalistes dans la rédaction. Et ça peut créer des tensions. Il y en a qui ont un mois pour faire un projet, et nous, on doit tous les jours s'époumoner pour réaliser notre propre sujet. Donc je pense que c'est un degré, c'est une sorte de curseur entre le laboratoire et surtout, en fait, être dans ce que les gens vivent au quotidien dans leur rédaction. Et la valorisation de ceux qui essayent d'innover, en tout cas au début c'est pas forcément de l'innovation, c'est juste qu'ils ont des idées pour soutenir de l'info, eh bien il faut être derrière, faut leur apporter un soutien, sinon ils se découragent. Et ça, je pense que c'est vraiment un signal très négatif. Donc vous prenez plus finalement une dynamique d'innovation, mais qui part de la rédac en fait, qui se greffe à la rédaction, plutôt qu'avoir une cellule, je vais dire hybride, aussi qui est en parallèle et qui serait peut-être trop à part. En fait, par exemple, à l'Écho, on a le choix, on a une cellule qui s'appelle la cellule multimédia, où il y a des compétences diverses, comme un développeur, des gens qui sont plus spécialisés dans le data journalisme, des éditeurs, mais ils ne sont pas à part. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des différentes temporalités. Le très chaud, quand il y a un breaking news, on doit être capable d'aller chercher de l'information sur les réseaux sociaux, de produire des cartes, de produire des graphiques. Mais aussi, à moyen terme, sur des événements, des magazines, on va arriver avec des formats différents. Et puis, sur le long terme, de continuer à se former. Puisque l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui fixe une fois, ça y est, on a innové et puis on peut se soutenir. C'est un processus permanent. Et ce qui est très difficile, en fait, dans les organisations, c'est
de ménager du temps pour continuer à s'informer, pour continuer à voir ce qui se fait ailleurs, pour former les équipes et qu'ils s'auto-forment aussi, parce qu'il y a une grosse part d'autonomie dans la formation. Et ce qui est, moi, ce que je dirais le plus important, à part le soutien de la direction, ça va être de partir du contenu. Et ça rassemble en général tout le monde. Et on peut travailler avec des gens qui ont 40 ans de carrière et qui sont spécialistes dans leur domaine. Et ça va être une très fructueuse collaboration. Mais il faut toujours partir du fond, de l'info. Et là, normalement, on arrive à créer des dynamiques. Cyril? Oui, par rapport à la notion de lab ou d'entité à part pour réfléchir, ça dépend aussi du degré de transformation qu'on attend. C'est-à-dire que parfois, on est dans des entreprises de presse ou médias qui sont fonctionnent sur des mécanismes tellement anciens, tellement englués, qu'on a parfois besoin de se mettre un peu à côté, une cellule un peu à part, pour réfléchir, mais sur le fond, vraiment. Et le problème, c'est effectivement derrière d'être capable de raccrocher les wagons. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a innové, qu'on a inventé quelque chose, je pense à France TV Info, par exemple, qui a fonctionné comme ça au départ, la difficulté, c'est ensuite de raccrocher les wagons auprès des journalistes et des producteurs de contenu opérationnels. Et il faut le faire assez vite. C'est-à-dire que, effectivement, c'est bien de réfléchir à part, d'avoir les moyens de vraiment repenser entièrement un processus, une maquette, un contenu, une ligne, enfin voilà, quand on est sur des choses vraiment très très importantes et profondes. Par contre, il faut tout de suite embarquer et le plus vite possible ceux qui ensuite vont devoir récupérer la plateforme. Et c'est aussi dans la manière de transformer qu'il faut impliquer aussi. C'est-à-dire qu'il faut l'impliquer en amont et en aval. En amont, en faisant bien sûr du contributif, de la co-construction avec les producteurs de contenu, on évite des erreurs majeures, on sait aussi du management, parce que derrière, on les embarque beaucoup plus facilement dans le projet, dans la rénovation. Et en aval, bien sûr, quand on a défini un canevas, une nouvelle plateforme, une nouvelle ligne éditoriale, pour adopter une nouvelle pratique. C'est vraiment important, alors ça dépend vraiment de la taille des organisations et de leur degré de transformation et de leur maturité, mais ça peut être parfois intéressant d'avoir une cellule à côté pour avoir les coups des franches, on va dire les choses clairement, pour pouvoir un peu dynamiter des pratiques qui sont peut-être ancestrales, quoi. La question de la diffusion, finalement, est clé. Il ne suffit pas d'innover, mais innovation sans diffusion, Exactement, finalement, exactement. C'est très important d'embarquer les gens qui vont produire le contenu. Et c'est pas juste, voilà, c'est un process, c'est aussi une acculturation et ça passe par de la contribution, de la réflexion, donc je dirais que les bonnes pratiques, c'est d'embarquer tout de suite les équipes dans le process de transformation, interroger les gens, pas forcément suivre leur avis d'ailleurs, mais en tout cas les interroger et voir, faire le tri de ce qui est intéressant ou pas en fonction d'objectifs stratégiques, mais en tout cas les écouter au départ et les écouter vraiment. À l'écho, comment vous les embarquez justement? Et on les embarque en faisant. Et je pense que c'est une bonne façon de le faire parce qu'une fois qu'on sort d'un projet, eh bien, on a acquis des compétences, on a valorisé un travail, une info, une expertise. Et ça, c'est très valorisant et c'est très, très facile finalement à diffuser auprès des autres journalistes. Ah tiens, un tel, on fait ça, et c'est vrai que voilà, c'est intéressant, et ça va donner, par l'exemple, l'envie de le faire. Et surtout, de ne pas faire des grands projets forcément de 1 mois et demi, de 6 mois, d'1 an. Non, de faire des projets sur des temporalités différentes. Donc ça peut être du très court, mais ça peut être un peu plus long dans le cadre, mais d'aboutir à quelque chose assez rapidement et de faire le bilan aussi avec eux. Et je pense que cette notion de débriefing, c'est très compliqué dans les médias puisqu'on est toujours à J+1 où on est toujours dans le projet suivant. Et on ne prend pas toujours le temps de se dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et si on arrive à prendre ce temps, parfois c'est un quart d'heure avec 3 personnes autour de la table, c'est pas des grands consortiums, mais on va gagner du temps la prochaine fois. Et à l'écho, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille sur un format qui peut être expérimental, 1 fois, 2 fois, et puis après on l'industrialise, c'est-à-dire que ça devient un canevas et les journalistes savent qu'il existe et ils disent tiens, j'utiliserais bien tel canevas ou tel canevas parce que là ça correspond à mon information. Donc on crée un référentiel commun qui aide beaucoup et on n'est pas en train de réinventer la roue tout le temps parce que voilà, les moyens, moi quand je disais le lab aussi, c'est que j'ai commencé tout seul il y a 8 ans et puis il y a des équipes, des personnes qui se sont greffées et puis maintenant on a une équipe, mais par la force des choses, il fallait le faire soi-même. Donc on commençait avec des outils gratuits sur le web, comme on voit aujourd'hui lors de toutes ces conférences. Et puis on construit, et puis on a une sorte de bibliothèque de format. Et quand on a une bibliothèque de format, ça c'est très chouette parce qu'on vient piocher dedans. Et c'est très clair pour les journalistes et pour ceux qui doivent les accompagner. On passe plus à une phase d'industrialisation finalement, de mise en pratique et de diffusion dans le média. Tout à fait. D'accord. Je voudrais revenir aussi sur la question de l'argent. Vous avez dit tout à l'heure effectivement que ça coûte de l'argent et donc plutôt du temps. Est-ce que c'est qu'une question d'argent? Parce qu'il y a aussi cette question du temps, de la temporalité. Aujourd'hui, les journalistes
voilà, sont des métiers qui sont bien prenants et se dégager ce temps en fait nécessaire à l'innovation. Est-ce qu'il y a des différences entre les rédactions? Ça dépend vraiment de la maturité de la stratégie et de la direction. C'est vraiment en amont que cette réflexion doit être portée. Du temps, c'est de l'argent, concrètement. Ce qui se passe, effectivement, c'est un facteur de démotivation important pour les journalistes. C'est le fameux millefeuille. On va te rajouter une couche. Allez, en plus de ton travail, tu fais le print, tu vas faire le web, puis tu vas faire les réseaux sociaux, et puis tu vas faire les nouveaux outils. Et puis en même temps, c'est le fameux journaliste Shiva. Quand c'est simultané, on demande à quelqu'un de prendre des photos sur son mobile, en même temps sur son appareil photo, et en même temps de faire l'interview, et en même temps de tweeter. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que prendre en compte les contraintes de production et prendre en compte le fait que dans le travail même de production de contenu, il y a peut-être une part importante d'innovation, c'est-à-dire de veille. Regardez ce que font les autres, tu disais tout à l'heure. C'est aussi le fait de tester des choses. Donc ça veut dire sur certains sujets, certains formats, peut-être pas exiger tout de suite une rentabilité ou une audience ou quelque chose d'immédiat parce que donc c'est du temps aussi d'installation d'un nouveau format éditorial ou c'est du temps d'acculturation à ces nouveaux formats par rapport aux journalistes qui vont être moins performants au départ. Si on s'empare du mobile au départ, probablement qu'on ne va pas être hyper performant dans les premières fois, puis plus on va le faire, plus on va le pratiquer, plus on sera efficace et rapide. C'est de l'investissement aussi. Ça doit être pris en compte dès le début par la direction et les rédacteurs en chef et les managers qui doivent dire, bon ok, je t'enlève un papier cette semaine parce que je sais que tu vas travailler sur ce format. C'est finalement plus compliqué que dégager une enveloppe budgétaire en disant voilà j'ai cette enveloppe plutôt que de dire au sein d'une équipe sur chaque budgétant de journalistes, je vais te laisser du temps pour mener en fait cette dynamique. C'est vrai parce que c'est souvent compliqué sur le plan opérationnel parce que on a des grilles parfois sur le print, il faut remplir des cases, donc il faut remplir le papier. Sur le web, on peut avoir une souplesse plus grande parce que décider de publier un papier ou de plus ou de moins, c'est possible. Sauf quand on a le curseur sur l'audience et qu'on se dit oh là là, il faut absolument atteindre l'objectif et donc on va pas se permettre forcément un petit écart pour tester de nouvelles choses. Tout ça, ça doit être pris en compte en amont par le rédacteur en chef, par le manager. C'est parfois un peu compliqué de l'avoir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de temps pour faire la veille, etc. Et donc nous, on s'est organisé comme ça avec cette cellule multimédia qui est une cellule qui travaille par projet, qui est mobilisable en fonction des projets. Et donc, le temps de recherche, de formation est quand même pris dans cette cellule-là. C'est accepté avec les années, mais c'est bien aussi de fixer des objectifs et de pouvoir, moi je me fixe un objectif, c'est de se dire que le journaliste qui va collaborer avec moi pour un projet, il doit pas mettre, ça va lui prendre un tiers de temps en plus que ce qu'il aurait fait pour le papier. D'accord. Et on s'aperçoit que si on s'organise bien, finalement ça ne prend pas tellement de temps supplémentaire au journaliste et c'est dans la continuité de ce qu'il a fait. Donc s'il a prévu un papier sur 2 pages et qu'il a bien travaillé son sujet, ça va couler parce que ce qu'on va lui demander, c'est l'information, c'est l'expertise, ça va être la structuration, qu'est-ce qui te semble important dans cette information. Et à nous, après, derrière, d'avoir des compétences en data, en graphisme, en développement web et même en diffusion pour pas alourdir son fardeau quotidien, je dirais. Et donc, ça aide beaucoup parce qu'ils ne doivent pas tout faire non plus. On va l'accompagner, il va se sentir sécurisé. En tout cas, on essaye, ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà, en accompagnant, ça aide. Et puis en annonçant les choses dès le départ, ça va te prendre à peu près autant de temps. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça fonctionne? Ce que tu dis est important parce qu'il y a derrière la notion de temps, c'est vrai que globalement, quand on travaille un nouveau canal, un nouveau format, on travaille plus. C'est très clair. Il n'y a pas de cas, à mon avis, où on travaille moins parce qu'on va essayer de nouvelles choses. Mais par contre, les journalistes acceptent volontiers de travailler plus s'ils sont plus valorisés dans le résultat. On motive un journaliste sur le résultat. C'est qu'est-ce que tu as publié, tu as vu, c'est sympa, c'est vachement sympa, ça te valorise ton travail, ça lui le diffuse, ça lui donne de la visibilité. Et ça, beaucoup de journalistes sont prêts à faire beaucoup plus que leurs heures si on les valorise aussi. Il y a eu un déclencheur quand même, c'est les réseaux sociaux et notamment Facebook, parce que certains journalistes qui produisaient pas pour le multimédia avant ou pour aucune forme avaient des retours de leurs amis, de la famille, de connaissances en disant tiens, c'est intéressant, j'ai vu ton travail, alors que d'habitude ils en parlaient pas forcément et puis ça passait dans les pages du journal et ils n'étaient pas abonnés. Et donc il y a un retour direct en disant mais ça c'est intelligent, c'est sympa ce que tu as fait, j'ai découvert ce sujet. Et en fait, ce contact qui est parfois un peu granulaire, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, encourage et explique sans doute avec des meilleurs mots ce que nous, on essayait de leur expliquer sur la visibilité, sur le partage de l'information, sur la proximité par rapport aux réseaux sociaux de chacun.
ça fait avancer les choses. Et moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de progression vraiment positive grâce à ce facteur-là. On rejoint, c'est toujours cette dimension d'importance du partage et de la diffusion de l'innovation, en fait, que ce soit en interne ou en externe. Pour continuer sur les freins, en fait, on sent une belle dynamique autour de l'innovation dans les médias, mais il y a encore des freins, nombreux freins, j'imagine, que ce soit interne ou externe. Est-ce qu'on peut un peu les balayer ensemble Oui, il y a plein de freins. Le premier frein, il est vraiment culturel. Pour moi, c'est la difficulté française, assez française, je dirais, à prendre des risques. On a du mal à prendre un risque, on a du mal à se planter. C'est quelque chose qui est dégradant culturellement. On vérifie tout, on a une vision holistique du travail. Et donc, avant de faire le moindre geste, on a tout prévu, toutes les cas de figure, etc. Donc, c'est super pour lancer des fusées. On est très fort. Ça évite effectivement des investissements très très importants qui sont gâchés par une explosion, des vies humaines bien sûr. Mais pour du web, pour du numérique, c'est pas adapté parce qu'il faut test and learn. On va vérifier en faisant, en marchant. Et ça veut dire qu'il faut prendre des risques, il faut accepter de se tromper. Et par contre, il faut mesurer ce qu'on fait. Et c'est ce que tu disais aussi, parfois on a le test, mais on n'a pas le learn, c'est-à-dire on ne va pas vérifier ce que ça a donné. Du coup, on va refaire les mêmes erreurs à chaque fois pendant une durée indéterminée. Donc je pense que le premier frein, il est culturel, même au niveau des rédactions, au niveau des directeurs et de la direction, mais aussi au niveau de la production. Pourquoi tu ne fais pas comme ça ? J'ai toujours fait comme ça. Pourquoi ? Tu pourrais faire autrement ? Non, parce que ça me déstabilise, parce que j'ai peur de me tromper, parce que c'est pas ce qu'on disait en école, de journalisme, machin. Donc il y a aussi ce frein culturel dans la production pure, opérationnelle. Et effectivement, après, il y a d'autres freins qui, en fait, c'est la méconnaissance de ces audiences. Et ce que j'appelle les audiences fantasmées, c'est que chaque journaliste a une représentation de la personne à qui il s'adresse. Or, si on multiplie par le nombre de journalistes, plus les rédacteurs en chef, plus le directeur, en fait, on a une galaxie incroyable de portraits types. Et ça freine, puisqu'on va se dire, il faut qu'on produise le plus possible pour toucher le plus de monde possible. On va, comme on dit prosaïquement, on va arroser le plus large possible pour avoir des retours. Et donc, le fait de ne pas connaître son audience, on va même perdre en efficacité. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir, et on va investir tous azimuts, et finalement, on va produire plein de contenus qui vont sans doute tomber à côté. Donc je pense que la connaissance de l'audience, et maintenant les données apportent une partie de la réponse, et les données ne suffisent pas, mais ça permet déjà de cibler, etc. Et si on ne le cible pas, ça va être plus compliqué. L'autre chose, c'est qui est dans la suite, ça va être la production en masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contenu chasse l'autre. Et ça fait perdre de la valeur à chaque information, puisqu'on est dans un flot continu. Donc il n'y a plus de relief. Il n'y a plus de surprise. Et donc, à un moment, c'est comme la publicité, finalement, on en voit tellement qu'on ne la voit plus. Et ça, c'est compliqué. Et on essaie de faire ça à l'écho avec nos moyens. C'est de créer de la surprise, finalement. De réveiller un peu notre audience et de se réveiller nous-mêmes. Parce que quand on essaie de réveiller l'audience, on se réveille nous-mêmes. Et en cassant les flux à la fois de production et de distribution, en essayant de se renouveler, d'arriver avec une offre inattendue, on fait du bien à tout le monde, je pense. Et voilà, parce qu'on est dans une course folle pour dire on produit, et on a des objectifs toujours plus hauts en termes d'audience, et ça pose des soucis. Avec un risque d'épuisement en plus. D'épuisement de tout le monde, parce que les journalistes sont soumis à une pression très importante, le management aussi. Et c'est une fuite en avant. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment un obstacle majeur, parce qu'on ne peut pas prendre de recul, parce qu'on ne peut pas réfléchir, et voilà. Alors c'est un business qui est en train de changer en France en tout cas, parce qu'une grande partie maintenant sont passés sur un modèle mixte, avec une vitrine gratuite et puis une partie payante. Ce qui fait que cette façon de penser les contenus par la notion d'audience, et donc la multiplication des contenus pour assurer cette audience, elle n'a plus de sens aujourd'hui. Les gens, si on va chercher des abonnements et des abonnés, il faut leur apporter cette valeur de distinction, d'originalité, de valeur, beaucoup plus que le nombre. On sait très bien qu'il y a peut-être les 3/4 de ce qu'on produit qui ne sont pas vus, pas lus, pas entendus. On est tellement submergé sous l'information. Il faut arriver à... La guerre, la bataille pour l'attention est telle que ça n'a pas de sens de faire encore ce travail de profusion et de quantitatif. C'est mon message aux médias, c'est souvent de leur dire arrêtez de faire ça. Mais ça veut dire repenser entièrement la chaîne de production. Ça veut dire aussi un problème d'organisation. C'est qu'est-ce qu'on fait de gens qui étaient habitués à produire, je sais pas moi, 5 ou 10 brèves par jour. Et si
on n'a plus besoin de ça, qu'est-ce qu'on fait à la place? Comment les former, les accompagner sur un autre métier? Comment ils apportent à nouveau de la valeur? Ça pose des questions d'organisation et de structuration économique très important. Voilà, donc je pense que tout le monde est assez d'accord sur le fait que ça ne sert à rien de produire plus, mais on continue de le faire comme on a toujours fait. Voilà, c'est l'espèce de culture, on fait comme on a toujours fait. D'accord. Ben, écoutez, merci à tous les deux et ravi en tout cas d'avoir pu échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.